Je vais maintenant, on va reprendre les travaux de ce beau colloque. Et donc, je vais demander à Bruno Carcinti de venir nous rejoindre à la tribune, après un échange avec Dario Mantovani, et de parler donc de Durkheim, ou le sociologue en pédagogue conscient. Merci Bruno, de l'École des hautes études en sciences sociales. Bien. Alors, en 1911 et en 1913, deux pamphlets d'inspiration maurassienne paraissent, signés du nom d'Agathon, sous ce pseudonyme. Alfred de Tarde, fils de Gabriel Tarde, associé à Henri Massy, fustige l'esprit de la Nouvelle Sorbonne comme une corruption culturelle de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le titre du second pamphlet, la jeunesse d'aujourd'hui, donc corruption culturelle dont la sociologie durkheimienne serait responsable, le Collège de France demeurant quant à lui un bastion protégé. Considérer les faits sociaux comme des choses, loin d'être une règle de méthode inoffensive, est le cri de ralliement des forces crypto-allemandes envahissant l'université et vouant la jeunesse française au déclin. Même sur le plan strictement académique, l'alerte lancée par Agathon était pour le moins discutable. Ce n'est qu'en 1913, soit 4 ans avant sa mort, que Durkheim obtient la transformation de la chaire de sciences de l'éducation, où il avait remplacé Ferdinand Buisson, en chaire intitulée « Sciences de l'éducation et sociologie ». Contrairement à ce qu'estimaient ses critiques, l'introduction de la sociologie à la Sorbonne ne s'est donc pas faite aussi triomphalement que cela, ni sans accommodement. Elle avait usé de cette porte étroite, comme disait Halbwachs, ou peut-être faudrait-il dire de ce cheval de Troie, qu'est la science de l'éducation, et plus précisément, si l'on prête attention à la majeure partie des cours dispensés par Durkheim, à la pédagogie. Mais c'est là justement une circonstance aggravante, insiste Agathon. En effet, c'est avant tout de mauvaise éducation, atteinte aux forces créatrices de l'individu, trésor de l'esprit national français, qu'il est question à travers ce type de sociologie, armature idéologique du républicanisme. Il n'y aurait pas alors à s'étonner que, non contente de mal éduquer, la sociologie se soit parée de la théorie de sa pratique éducative. Sous le masque de la pédagogie, elle justifie sa corruption en l'accomplissant, elle la travestit en la réalisant. Le collège, dans cette querelle, se tient à distance. Il est vrai que la question de savoir à quel titre et de quelle manière il éduque se pose pour lui en des termes très particuliers, décalés au vu de son étrangeté au grade et à la diplomation. Il reste qu'il ne peut pas, depuis cette position extérieure, ne pas se poser lui aussi la question de ce que signifie éduquer une société donnée et de la place que l'étude des phénomènes sociaux vient occuper dans cette fonction. Du reste, c'est du Collège de France et non de la Sorbonne que viendra plus tard ce qui demeure le plus influent plan de réforme de l'enseignement en France. Le plan Langevin-Wallon, élaboré de 1944 à 1947, devait finalement projeter le Collège de France au premier rang de la politique éducative nationale. Or, un point est frappant lorsqu'on garde en mémoire le rejet du durkheimisme si sensible au début du siècle, c'est que le plan Langevin-Wallon accrédite des principes d'articulation du premier degré et de rationalisation de l'enseignement secondaire, les deux cycles appelés d'orientation et de détermination, que Durkheim fut le premier à formuler. Non pas qu'il faille voir là un héritage revendiqué ou une influence directe. Les présupposés psychologiques de Wallon, en particulier, sont très différents de ceux que Durkheim adoptait dans ses théories pédagogiques et sur lesquels s'étayait sa vision de la socialisation en milieu scolaire, axée sur le diptyque attachement-discipline qui n'est nullement présent chez Wallon. Il reste qu'en termes d'architecture du système éducatif, d'organisation des classes et des cursus, et jusqu'à la préoccupation essentielle concernant la formation des maîtres, de nombreux échos sont sensibles. Tirons donc une conclusion préliminaire. La sociologie positive, rationaliste et objectiviste
ne s'est donc pas contentée de faire son entrée au collège au début des années 30 avec Marcel Mauss en tant que matière d'enseignement. Elle a aussi essaimé par d'autres voies et marqué de son empreinte la pensée de l'éducation dont le collège s'est fait, par la voix de 2 de ses professeurs, le porteur emblématique. Par une curieuse ironie, celui qu'on accusait de corrompre l'éducation de la jeunesse par l'introduction de la sociologie dans les institutions académiques a vu son œuvre inspirer ces mêmes institutions dans le moment où elles ont entrepris de repenser, de refonder l'éducation nationale dans sa globalité. À la lumière de ces brèves considérations, je voudrais dans cet exposé revenir sur ce qui m'apparaît le cœur de la pensée durkheimienne en pédagogie. Plus exactement, je voudrais mettre en évidence ce qui est bien souvent considéré comme allant de soi, son lien organique au projet sociologique en tant que tel, et ce qu'il en éclaire d'unique. Pour cela, il me faut me détourner des conditions strictement institutionnelles, sur lesquelles j'ai insisté jusqu'à présent, pour entrer dans une discussion d'ordre conceptuel, dans une perspective qui correspond à ce qu'on doit entendre à mes yeux par philosophie des sciences sociales. Or, cela suppose qu'on consente à se départir d'un point de vue plus courant sur cette question. Bien souvent, on juge que le choix d'enseigner la pédagogie aurait eu pour Durkheim quelque chose de contraint, qu'il serait agi d'une stratégie pour s'imposer dans un espace résistant, voire hostile. C'est la thèse que j'ai déjà évoquée de la porte étroite, la petite porte pédagogique qu'il lui aurait fallu emprunter, bon gré mal gré, afin de frayer à la sociologie un accès à l'université. Cette thèse, sans être fausse, laisse dans l'ombre l'essentiel. En passant de Bordeaux à Paris, Durkheim n'a jamais cessé d'enseigner cette matière avec la conviction qu'une part fondamentale de sa mission en dépendait, reste évidemment à savoir laquelle, et ce qu'elle dit du sens qu'il attachait à ce qui n'était pas pour lui un rôle de composition. On peut, pour commencer, s'appuyer sur une différence significative. Replacée sur une courbe commune, sociologie et pédagogie n'en divergent pas moins sur un point évident. Elles n'ont pas la même histoire, ni le même procès de constitution. Le mot de pédagogie a un passé long et vénérable, grec et latin. Après une phase d'éclipse au Moyen-Âge, il devient d'usage répandu à partir du XVIe siècle. 3 siècles plus tard, Durkheim ne le reprend toutefois qu'en lui faisant subir une forte torsion. À l'entrée pédagogie, le dictionnaire de Littré retient 2 acceptions. L'art d'éduquer moralement, des enfants d'un côté, avoir de la pédagogie, comme on disait et comme on dit encore, a longtemps désigné la dimension proprement morale de l'enseignement, exigeant de l'enseignant un art particulier dont on isole certains traits publiquement appropriables. Et, seconde acception, la pédagogique, d'inspiration allemande, de l'autre, système de proposition proprement théorique sur l'éducation en général, matrice formelle disponible à une application avec laquelle elle ne se confond pas. Aucune des 2 acceptions de Littré ne convient à Durkheim. Durkheim, il est vrai, accorde à l'éducation morale une place fondamentale. C'est, on le sait, le titre de l'un de ses plus grands cours, initié à Bordeaux et repris à la Sorbonne. Mais il n'y limite pas l'emploi du terme, qui s'étend tout aussi bien à l'éducation logique ou intellectuelle, objet d'un enseignement dont il ne nous reste en revanche que peu de traces. L'important est qu'il se refuse à faire de la pédagogie un art, pour lui accorder, sans ambiguïté, un statut théorique. Or, c'est là que la difficulté se redouble. Toute théorique qu'elle soit, il la distingue néanmoins, et ça n'apparaît pas dans l'intitulé des chaires, il la distingue néanmoins de tout ce qui pourrait se prévaloir du titre de science de l'éducation, sur le modèle de l'accès au savoir scientifique dont la sociologie se veut quant à elle le témoin. Donc il y a une différence, et tout mon exposé tient sur cette différence entre sciences de l'éducation et pédagogie. L'originalité se résume encore autrement, par une création conceptuelle qui enferme, à mon avis, le secret du lien entre pédagogie et sociologie, ou plutôt de leur enveloppement mutuel. La pédagogie, Durkheim ne cesse de le dire, est une théorie pratique. L'expression n'est pas dépourvue d'ambiguïté. Elle a peu retenu l'attention ou suscité plutôt la perplexité des grands tenants de la discipline, des sciences de l'éducation. Je pense par exemple à Maurice Debès, introducteur en 1967 des sciences de l'éducation à l'université, qui trouvait la formule assez énigmatique malgré les explications qu'en donne l'auteur, dit-il. Il faut reconnaître que cette expression, théorie pratique, a toute l'apparence du mauvais mixte,
Du moins, est-ce le cas tant qu'on ne la rapporte pas au problème social que constitue le fait d'éduquer, le fait de l'éducation. Il faut partir de là. La thèse de Durkheim est que l'éducation est un phénomène universel ou générique. Il n'y a pas de société sans éducation au sens de transmission intergénérationnelle en vue de l'accès de la génération montante à certains rôles sociaux et donc en vue de la reproduction de la société dans sa structure globale. Mais il ne va aucunement de soi que la société sécrète une pédagogie, c'est-à-dire un discours qui réfléchit sur ses pratiques éducatives en vue de les orienter. Seules certaines sociétés sont sujettes à une réflexivité de ce type. L'éducation est un phénomène dont les variations socio-historiques n'entament pas l'universalité. La pédagogie, par contre, ne caractérise que certaines d'entre elles au titre de modifications déterminées des pratiques éducatives qui les conduit, dans certaines conditions, à engendrer un régime réflexif et discursif où elles se théorisent, se pensent, se reprennent dans leur orientation et leur sens. C'est là que réside la dimension théorique de la pédagogie. De cela, pourtant, nulle connaissance objective ou spéculative ne découle nécessairement. Les pratiques éducatives ne se théorisent pas au point que s'en détache un discours théorique à prétention scientifique, une connaissance objective des phénomènes éducatifs. La réflexivité reste, en ce sens, attachée à la pratique dont elle émane et sur laquelle elle fait retour. Alors, on voit que ce ne sont pas deux, mais trois types de sociétés que l'analyseur pédagogie devrait permettre de distinguer. Les sociétés à éducation sans pédagogie, les sociétés à éducation avec pédagogie et les sociétés à éducation avec pédagogie et sociologie. Il est tentant de voir dans ce triptyque une séquence historique linéaire, ce en quoi on a tort. La typologie conserve le contrôle sur l'analyse socio-historique et ne dégage une tendance d'ensemble qu'à partir d'un tableau comparatif où les comparables sont construits sociologiquement et donc où les différentes sociétés sont d'abord rapportées à elles-mêmes au sein du type qu'elles incarnent. Sans entrer dans le détail épistémologique de la question, on notera qu'elle trouve dans la pédagogie une illustration particulièrement nette. Je l'applique. La Grèce ancienne est une société à pédagogie, ce qui n'est pas le cas de la Rome ancienne, ni du Moyen-Âge. La Renaissance est une époque de floraison de la pédagogie qui s'efface à nouveau avec l'absolutisme du grand siècle. Dans les cas d'éclipse, la société peut être qualifiée à bon droit de conformiste, dit Durkheim. Elle ne s'interroge pas sur la pertinence de ses pratiques éducatives, n'en ressent pas le besoin, et nul réformateur ne s'élève pour les mettre en cause. Le lien avec l'évolution des pratiques pénales, ici, mériterait d'être pris en considération, et à travers lui, la façon dont, dans les sociétés sans pédagogie, l'absolutisation du pouvoir central exerce ses contraintes, indépendamment des progrès historiques de la division du travail et de la différenciation des sous-groupes. De même, le facteur religieux intervient dans la variation selon l'union ou, au contraire, la séparation de la religion et de l'État. Uni, le système éducatif s'en trouve scellé. Désuni, une brèche s'ouvre à la réflexion sur les normes communes, à la fois sur leur légitimité intrinsèque et sur leur transmission. Tous ces facteurs se combinent dans les récits stratifiés, parcellaires, disons plus ou moins complets, le plus complet étant l'évolution pédagogique en France, que Durkheim a donné de l'évolution pédagogique. Ce qu'on doit en retenir de manière générale est le fait suivant. Ce n'est qu'entre la fin du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle que la réflexion immanente à l'éducation et non confondue avec elle reprend de la vigueur. À partir de cette période révolutionnaire, l'intermittence, l'émergence ponctuelle suivie d'affaissement de la pédagogie, se mue en continuité. Celle-ci marque la singularité du temps révolutionnaire et post-révolutionnaire, en accordant que la révolution, de ce point de vue, n'est pas sans arrimage à une certaine tendance au sein des Lumières. Puis, une transformation a lieu avec la crise de la fin du XIXe siècle, où la pédagogie n'est plus seulement continue, mais change de régime. Par une inflexion nécessaire et toujours en réponse aux besoins sociaux, elle exige de se concevoir en lien avec une discipline nouvelle centrée sur les faits sociaux qui se constitue scientifiquement de son côté.
En bout de course, donc, les sociétés à pédagogie et sociologie, les sociétés pédagogico-sociologiques, sont les nôtres. Elles correspondent exclusivement à ce présent qui s'amorce à la fin du XIXe siècle et dont il faut comprendre la nature particulière. Pour l'instant, soulignons que la considération se veut restrictive et située. Ces sociétés sont les nôtres depuis une date relativement récente, marquée par le fait que les sciences sociales participent, par des voies scientifiques éprouvées, et donc par la place qui leur est aménagée dans la division du travail intellectuel, à l'autocompréhension des collectifs que nous formons. À quoi cela tient-il ? Qu'est-ce qui détermine la crise post-révolutionnaire depuis son origine jusqu'à son moment culminant ? La crise, mot que Durkheim n'emploie pas à la légère, puisqu'il considère qu'il n'en est pas dans l'histoire de plus grave que celle où les sociétés européennes sont engagées depuis plus d'un siècle, éducation morale, la crise a plusieurs aspects. La crise pédagogique n'étant que l'un de ces aspects. Au plus près de nous, elle parvient à son dénouement, c'est-à-dire aussi se révèle dans sa véritable nature de crise. Auparavant, ce n'était pas tout à fait le cas. Elle s'éprouvait déjà durement, mais aussi plus confusément. Le triptyque peut être ainsi reparcouru. Il y a société simplement éduquante, quand la transmission traditionnelle n'a pas à se réfléchir, quand aucun motif de réflexion ne se présente dans les pratiques éducatives qui dépasserait le simple plan de l'art de l'éducateur. Quand la question de savoir ce qu'on fait en éduquant, ce qu'une société accomplit globalement sur elle-même à travers ses pratiques éducatives, ne ressort pas de la pratique pour se donner réflexivement aux consciences. Rome, l'État de Louis XIV sont des sociétés de ce type. La Renaissance ne l'est pas, mais sa réflexivité pédagogique est éphémère et n'a pas la consistance qui lui permettrait d'imprégner profondément l'évolution sociale. C'est que lui manque cette continuité qu'on voit se tisser du XVIIIe au XIXe siècle. Sur ce segment, une révolution a lieu que la Révolution française ne résume pas. Il s'agit, je cite, de la grande révolution pédagogique. Celle-ci gonfle avant d'éclater, moins soudaine, mais tout aussi profonde que celle de 1789, préparée de longue main, dit Durkheim. Elle s'achève dans la conception et la promotion de l'enseignement laïque. Le tableau vaut pour l'Europe entière, même si la France est ici aux avant-postes, avec les lois de Jules Ferry de 82 et de 83, auxquelles se rattachent différentes réformes, celle de 1902 sur les lycées et jusqu'à la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. La pédagogie y devient alors une question obsédante, motif de controverse qui culmine souvent en conflits violents. On dira qu'il s'agit là d'un trait commun à tous les systèmes institutionnels du XIXe siècle. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Dans le cas de la pédagogie, le bouleversement peine à produire ses effets, et la réflexion, si insistante soit-elle, n'a pas l'impact de celle qui s'attache aux institutions politiques, juridiques et économiques. La preuve en est que le système éducatif reste ce qu'il est, pour l'essentiel, alors même que tout change autour de lui, que les constitutions se succèdent, que le droit se révolutionne, que l'industrie bouleverse le monde du travail. Cette résistance intrigue, d'autant qu'elle n'est pas exempte, soulignons-le encore, de progrès et d'audace dans la réflexion pédagogique. Pourquoi donc la théorie pratique reste-t-elle si longtemps à l'état théorique ? Et quelle transformation ou quel transformateur la fait-elle passer dans la pratique à travers les réformes effectives qu'on voit se précipiter à l'échelle de l'Europe entière sur quelques décennies ? Seule cette question nous permet de comprendre ce que le sociologue discerne dans la pédagogie comme un reflet décalé, mais certes pas déformé de lui-même. Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Froebel tissent la trame d'une réflexion que Durkheim reprend, synthétise et relance. Mais jusqu'à Durkheim du moins, on n'a guère qu'une trame de pensée, souvent même significativement d'utopie. Une tradition d'auteurs qui ont réfléchi sur les pratiques éducatives et à partir d'elles, sans qu'une transformation institutionnelle ne suive. Le présent, dans lequel Durkheim intervient, est différent. Les institutions sont en train de céder. La question pédagogique est en train de devenir, la parole est de Fauconnet, la nouvelle question sociale. L'âpreté des combats entre les tenants de l'ancien et les apôtres du nouveau est telle que le dénouement ne peut attendre.
Mais encore faut-il ajouter qu'il ne serait pas possible sans qu'une activité spécifique ne l'accompagne, qui n'avait pas encore trouvé son agent. Non pas le penseur pédagogue, mais l'enseignant pédagogue, le professeur de pédagogie. Or, c'est là que le sociologue intervient, et lui seul. Il se fait pédagogue sous le visage singulier du professeur de pédagogie. Ce faisant, il donne une certaine inflexion au discours de Herbart, Pestalozzi, Rousseau. Il rend pratique leur théorie pratique, l'amène à coïncider avec son temps, ce qui suppose d'ailleurs qu'il transforme aussi intérieurement ce qu'elle a de théorique. Il rend la révolution pédagogique consciente d'elle-même dans ce qu'elle a de révolutionnaire. Tout pédagogue est un théoricien pratique. Souvent, il n'est d'ailleurs pas que cela, puisqu'il est par ailleurs un théoricien tout court, de première envergure si on songe à Rousseau et à Kant. On peut approcher le sens exact de la formule de théoricien pratique en précisant qu'il est alors forcément un révolutionnaire en pensée. Socrate, Rabelais, Montaigne, ces auteurs de la pédagogie de l'âge préhistorique de l'intermittence, Rousseau, Kant, Pestalozzi, Herbart, ces auteurs de la tradition pédagogique, de la pédagogie installée en trait social permanent, ont tous un point commun. Ils se sont, à un moment ou sur un secteur déterminé de leur œuvre, intemporalisés, soustraits à leur temps d'une manière très particulière, en accomplissant le geste inouï dont il faut apprendre à s'étonner, qui consiste à se cabrer contre les pratiques éducatives en vigueur. Faisant cela, ils se sont désolidarisés du mode de reproduction de leur société. Et ils l'ont fait en conscience, on veut dire par là, avec conscience de cet écart et des risques personnels qu'il comporte. Difficilement égalable dans son drame, le cas socratique a ici valeur de paradigme. Ce dont toutefois on peut douter, c'est que tous ces auteurs aient eu conscience de l'évolution sociale qui non seulement permettait, mais appelait leur écart. C'est la condition sociale de leur pratique, ou plutôt de leur théorie pratique révolutionnaire, expression redondante, toute théorie pratique ayant partie liée avec la révolution, en ce sens de décrochage avec le temps et dans le temps, et cela non seulement avant l'âge des révolutions, mais encore bien après. Le sociologue, quand il se fait pédagogue, parle quant à lui quelque peu différemment. Il objective les temps révolutionnaires et pense la nécessité de la théorie pratique à l'intérieur de ce cadre transformationnel. C'est comme tel qu'il l'expose, remplissant par là un rôle social de professeur qui s'adresse aux professeurs et aux apprentis professeurs de son temps. Un temps dont il explicite la texture révolutionnaire, justifiant par là qu'ils doivent impérativement s'imprégner du discours pédagogique. Il les rend conscients de ce qu'un gouffre s'est ouvert sur lequel les sociétés européennes sont comme suspendues entre deux temps qu'il leur faut raccorder l'un à l'autre, celui des normes dont elles héritent et celui de normes qu'elles constituent en se développant comme elles le font, c'est-à-dire en se différenciant à travers leurs pratiques, à commencer par les pratiques qui prennent forme dans les relations de travail. La crise véritable n'est pas politique, elle est sociale. Elle vient de l'impulsion croissante des transformations normatives auxquelles une société moderne ne peut pas ne pas s'exposer toujours plus. Elle vient de leur recherche permanente d'une justice qu'il leur faut découvrir, non comme un système intemporel, mais à l'état pratique, à l'aide des instruments moraux dont elles ne cessent pas d'hériter, mais qu'il leur faut réajuster à leur expérience de manière critique, le mot ayant ici le sens précis d'une certaine discipline du jugement. Notre morale est affaire, la recherche de la justice est notre lot, c'est là ce qui singularise notre temps depuis un siècle, ou deux si nous nous substituons à Durkheim. De moins en moins confusément à mesure que la modernité se conceptualise sociologiquement. Cette justice et cette morale, affaires, sont, dit Durkheim, le substitut moderne de ce qui auparavant, dans l'enseignement comme dans la société en général, agissait sur le mode religieux de la foi. Et le passage final à l'enseignement laïque n'est jamais que l'attestation de cette révolution-là, la plus grande de toutes à certains égards, puisque toutes les autres en dépendent logiquement.
Efforçons-nous d'expliciter les raisons pour lesquelles, dans l'état présent d'éclosion de la grande révolution pédagogique, il faut que cette strate de discours se maintienne, qui est précisément de l'ordre de la théorie pratique. Née de la pratique, mais non systématisée en ensemble propositionnel visant à produire des connaissances objectives dont la pratique serait l'objet, c'est ainsi que se caractérise la théorie pratique. Ce qui surprend, tout bien considéré, c'est qu'elle n'est pas, et je pense à un auteur qui a enseigné en ces lieux, elle n'est pas une théorie de la pratique. Entendons, elle n'a pas à l'être. Ce qui s'exprime de singulier et de singularisant dans le fait que l'éducation se double nécessairement aujourd'hui de pédagogie, exige qu'elle ne le soit pas, ou encore qu'une autre dimension réflexive sur la pratique pédagogique fasse valoir ses droits. Irréductible, encore une fois, à une science de l'éducation ou à une sociologie de l'éducation. Voilà donc en quoi la différence entre pédagogie et sociologie est significative sociologiquement. Non seulement la pédagogie est la voie d'entrée privilégiée pour saisir ce que nos sociétés vivent exactement sur le plan de l'éducation, qui leur permet de se reproduire, mais cet accès ne se résorbe pas dans ce qu'une sociologie des phénomènes éducatifs permettrait d'établir. Il nous faut des pédagogues, et ceux-ci ne sont pas des sociologues de l'éducation. Leur discours est celui d'une théorie pratique, mais ce ne sont pas non plus des maîtres avisés, pratiquant correctement leur art, qui serait l'art d'enseigner. Les pédagogues existent et doivent exister. Ils ont partie liée à la sociologie sans se fondre en elle. Ils s'adressent aux maîtres sans être eux-mêmes des maîtres, quand bien même seraient-ils les meilleurs des maîtres, les plus efficaces et les plus réflexifs sur leur efficacité. Mais alors, qui sont les pédagogues ? Que veut-on dire lorsqu'on répond « des sociologues » ? Telle est finalement la question sous-jacente à la définition de la pédagogie comme théorie pratique. Qui sont les pédagogues ? Durkheim, on l'a dit, a enseigné la pédagogie toute sa vie. Il n'a pas milité, n'a pas participé à la fondation du journal L'Humanité, n'a pas rejoint la SFIO, bien qu'il ait été l'un des penseurs les plus profonds du socialisme. Ses interventions politiques sont ciblées, suscitées chaque fois par une question particulière dont il estime, dans l'état actuel de l'opinion, qu'elle requiert son expertise, mais sans que cette expertise ne soit une réponse à une demande émanant des institutions ou des pouvoirs publics. La question du libre examen au moment de l'affaire Dreyfus, la législation sur le divorce, la proposition de refondation, d'activation des corporations professionnelles dans le dispositif électoral. Les exemples, en vérité, ne sont pas si nombreux et toujours étroitement définis, ou plutôt pratiquement définis. C'est qu'ils signalent au coup par coup une modulation du discours sociologique où celui-ci s'incline précisément en théorie pratique. En définitive, il n'est qu'une seule théorie pratique à part entière que le sociologue est isolé comme tel dans son analyse des sociétés modernes et dans laquelle il soit intervenu continuellement dans l'exercice ininterrompu de son métier. Le fait n'a rien d'insignifiant. Les textes pédagogiques sont des cours, des rapports ou encore des articles de dictionnaire, le dictionnaire pédagogique de Buisson. Aucun livre n'est consacré au sujet, comme si la pédagogie devait demeurer l'objet de textes eux-mêmes de factures pédagogiques. Si bien que l'hypothèse se formule d'elle-même, le sociologue est en fait le pédagogue ou le néo-pédagogue, pour autant que, sans cesser de pratiquer sa science, qui, elle, s'expose dans des livres, il double cette pratique d'une pratique théorique seconde, qui est précisément une théorie pratique. La théorie pratique est née que la pratique théorique seconde du sociologue. Dans une optique positiviste, que reprendra à la lettre Louis Althusser, il y a une multiplicité de pratiques théoriques. Les sciences sont des travaux théoriques spécialisés. La sociologie est l'un de ces travaux à l'époque moderne et dans les sociétés modernes, mais elle se signale aussi par un redoublement de sa pratique, en une pratique théorique seconde qui lui incombe en propre, la pédagogie. Lorsque la sociologie se tourne vers l'éducation, elle le fait en tant que science. Or, on vient de le voir, ce n'est pas sous cette forme objectivante que la sociologie se lie à la pédagogie. Le sociologue se fait bien pédagogue, enseignant pédagogie. Ce qu'il fait alors, dans ce cas, c'est qu'il s'adresse aux maîtres, aux adultes éducateurs, et non pas aux êtres à éduquer. Pour s'en tenir à Durkheim, il s'adresse aux enseignants du primaire et du secondaire des institutions scolaires françaises. Il les rend aptes à pratiquer leur enseignement avec pédagogie. Il les rend aptes à une théorie pratique consciente.
Parler de théorie pratique a donc bien un sens nouveau, complètement inouï, qui touche non pas peut-être au cœur de la sociologie, mais plutôt à son corps. Entendons, à ce qu'elle fait socialement. Revenons pour finir à l'alternative de Littré, dont je suis parti. Art ou science, soit art, soit science. On voit bien qu'on n'en est plus là dès que le sociologue s'est emparé du problème. Or, si on n'en est plus là, c'est aussi que le sociologue en est venu à parler en pédagogue comme aucun pédagogue inconscient, si génial soit-il, n'avait parlé avant lui. Il en est venu à parler consciemment en pédagogue. Le sociologue, c'est l'une de ses définitions possibles, est un pédagogue conscient. Socio-historiquement conscient, possesseur et activateur résolu de la théorie pratique. Par où l'on voit aussi que la pédagogie enferme plus que ce qu'on pourrait supposer. Le sens d'une mission sociale et historique du sociologue, le dévoilement d'un versant essentiel de sa fonction. Considérant l'éducation comme un fait social, considérant la société ou le social comme niveau de réalité consistant et normatif, il comprend dans quel dilemme révolutionnaire elle se trouve, qui n'est pas celui des institutions politiques, juridiques ou économiques, mais qui est en un sens plus profond et plus nodal en raison de la contradiction qu'il ne cesse d'approfondir sur un siècle, sur un siècle entre l'ancien et le nouveau. Ce rôle-là, de savant, est son cœur de métier, mais il ne pratique pas la science sociale lorsqu'il parle en pédagogue. La théorie pratique est la part de sa fonction qui correspond à son intervention orientatrice sur et dans la société. C'est, disons-le, ce qui permet de cerner au plus près la politique du sociologue, dans ce qu'elle a de spécifique et en tant qu'elle est impliquée par sa fonction savante, sans pour autant s'y résorber. Politique non politique, puisqu'elle ne passe pas par les rouages du pouvoir temporel, par l'inscription à quelque niveau que ce soit dans la sphère politique. Mais aussi politique non scientifique, en ce qu'elle ne découle pas de propositions scientifiques destinées à être appliquées pratiquement. À nouveau, l'art et la science s'érigent en fausse alternative ou en double écueil pour empêcher de saisir de quoi il est question dans la strate de la théorie pratique. Tout ce qu'elle exige, c'est qu'il y ait de la sociologie, que cette science existe et progresse. Ou plutôt, c'est par un double processus social que naissent nécessairement, portés par un seul acteur, dédoublé mais pas clivé, la pratique de la sociologie et la théorie pratique pédagogique, la première ne contenant et ne déterminant pas l'autre, la seconde n'étant pas un vêtement indifférent de la première pour lui permettre d'avancer socialement. La politique, une politique d'un genre inédit, noue la sociologie et la pédagogie, sans les confondre. En réalité, la proposition inversée sonne plus juste. Le nœud nécessaire dans la modernité entre pédagogie et sociologie fait naître une politique d'un genre inédit, une différenciation inédite à l'intérieur de ce que le mot de politique signifie. Voilà, je vous remercie. Merci Bruno pour cet exposé ferme et bien charpenté. Nous avons un peu de temps pour la discussion. Il y a plusieurs questions.